Alors bonjour. Alors, moi je suis là pour vous parler de Cargo et Rust. Mais avant de commencer à rentrer dans le détail, je propose qu'on commence par faire un peu d'histoire. Euh, du coup, l'histoire de Rust, ça commence en 2006 par la création de Rust. Du coup, ça a été créé par un monsieur tout seul qui s'appelle Graydon Orr. C'était un mec de chez Mozilla. Alors je crois qu'il y est toujours. Mais contrairement à ce qu'on pense, en fait, il l'a créé un peu tout seul dans son garage à la base. C'était un projet un peu un side project. Les gens qui ont du temps à perdre. Euh, et en fait, c'est qu'à partir de 2009 où Mozilla rentre dans le projet, et c'est qu'à partir de 2010 qu'il le présente à la communauté. Donc c'est pour ça qu'on en a entendu parler de plus récemment. Et 2010 marque une autre grande étape dans l'histoire de Rust. C'est le moment où il devient auto-hébergé. C'est-à-dire que jusqu'à 2010, en fait, Rust était compilé avec un compilateur écrit en OCaml. Et à partir de 2010, le compilateur Rust est écrit en Rust. Donc là, on commence à boucler la boucle. Et en général, c'est une bonne étape. En 2015 sort la version 1.0.0 de Rust, donc la première vraie version stable de Rust. Aujourd'hui, on en est à la 1.62, qui est sortie hier, pour info. Ce qui m'a obligé de remettre à jour mes slides, vous allez voir. Et il y a eu une actualité l'année dernière, qui est l'ouverture de la Rust Foundation. Et du coup, depuis l'année dernière, Rust n'est plus développé en interne chez Mozilla, mais par une communauté principalement pilotée par 5 grands groupes, dont quelques inconnus comme Google, Microsoft, AWS. Voilà. Je fais une petite aparté avant de rentrer dans Rust et Cargo pour de vrai, pour parler de Ferris, ce petit crabe, et de RustOcean, un terme qu'on voit régulièrement. En fait, RustOcean, c'est la contraction de Rust et Crustacean. Crustacean, ça veut dire crustacé, en rapport avec Ferris, qui est le crabe, qui est la mascotte de Rust. Voilà. Juste, j'ai mis du temps à comprendre ce truc-là, donc je préfère le dire. Bon, rentrons dans le vif du sujet, parlons Rust. Rust, c'est un langage qui est très moderne dans son approche. Ça doit être créé en 2006, comparé à des C qui ont plus de 40 ans, voire 50 ans, enfin, on en est très loin. Et c'est un langage moderne parce que déjà, un langage moderne parce que déjà, il est performant. Donc il est rapide, il est efficace, il consomme très peu de ressources, aussi bien mémoire que CPU, pour plein de raisons. En particulier parce qu'il n'a pas de garbage collector. Tout est fait à la compilation, ça aide sur plein d'aspects. Et il a été pensé aussi bien pour le desktop que l'embarqué. Et ça, c'est très intéressant en termes de perf, même si on ne fait pas d'embarqué. Du coup, il est très optimisé sur plein de choses. C'est aussi un langage qui est fiable. Déjà parce qu'il a un système de type qui est très riche, je reviendrai dessus un peu plus tard. Et il y a un modèle mémoire et de garantie à la compilation qui est très puissant, qui est surtout lié à la notion d'ownership et de partage de ressources. Vous allez voir quelques aperçus au moment de la démo. Le compilateur est assez strict sur plein de choses, mais c'est ça qui est intéressant. Et toutes ces vérifications sont bien faites à la compilation. Donc la grosse différence avec beaucoup d'autres langages, c'est que Rust va tout faire pour jamais vous laisser compiler des conneries. Même si ça peut paraître dérisoire, genre ne pas utiliser une variable. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est un langage qui reste productif. En général, c'est un peu le pendant de faire beaucoup de choses à la compilation. En fait, la documentation est très très forte, elle est très complète. Les messages d'erreur sont vraiment très très clairs. Je vais vous le montrer après, c'est vraiment extraordinaire. Et l'outillage est très complet de base. Vous allez voir avec Cargo, c'est vraiment magique. Et on commence à avoir des bonnes intégrations avec les IDE. Et ça, c'est cool. Bon, plutôt que de continuer le blabla, je vous propose de passer un peu de code. Je vais m'asseoir. Alors, je passe en cloné. C'est bon. Il y a la même chose que moi. Alors, on va commencer par créer un projet. Donc, si vous arrivez du monde NPM, ça ne devrait pas vous choquer. Oui, il faut que je crée un dossier avant. Alors, appelons hello. Et du coup, je refais mon cargo init. Donc, là, il m'a créé directement une structure de projet. Donc, la structure de projet, on voit que c'est 2 fichiers. Donc, le premier, je vais réduire ça, c'est plus facile. C'est très similaire à ce qu'on verrait avec un package JSON ou autre. On a vraiment les infos de base d'un package, on peut définir les dependencies. Je ne vais pas en mettre pour ce projet parce que c'est un peu overkill. Il m'a déjà compilé le projet. Et le main est très simple. On retrouve des syntaxes assez classiques qu'on voit un peu partout. Il y a éventuellement
le petit point d'exclamation qui fait tiquer certains, qui est lié au fait qu'il y a des macros comme on aurait en C++ qui sont exécutés en précompilation. On va avoir du coup un cargo lock qui est généré à la compilation, qui est équivalent complètement à un package lock ou autre pour garantir les versions de dépendance. Et on va avoir les targets avec plein de choses, mais on le laisse gérer ce truc-là, c'est pas très important. Alors, déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est cargo run. Donc, cargo run, sans que je m'occupe de rien, déjà, de base, ça fonctionne. On voit qu'il nous fait le hello world. Bon, c'est assez classique, mais c'est important de le noter. Pour créer une variable, c'est facile. On va dire qu'on va remettre le word, mais avec une majuscule. Donc là, je vais faire juste un petit truc. Parce que je vais vous montrer au fur et à mesure, comme ça, je ne m'embête pas à alterner. Oui. Merci VS Code, mettre pas surtout. Alors, la commande, c'est juste pour qu'il watch et qu'automatiquement, il exécute. Donc là, je compile, et là, il commence déjà à râler. Alors, il râle, on voit déjà qu'il râle parce qu'il dit bah oui, mais tu n'utilises pas ta variable. Et en effet, il a raison. Donc, je vais essayer d'utiliser ma variable. Et là, de nouveau, il râle parce qu'il me dit ah oui, mais. Ah mince, je peux pas se prendre dans le terminal. Et du coup, il me dit là, l'argument n'est pas utilisé. Parce qu'en fait, il arrive à comprendre que là, j'utilise pas l'argument parce que j'utilise pas le template. Donc là, on peut commencer à jouer. Et là, du coup, il recompile de nouveau. Donc là, vous voyez, j'ai beau avoir codé des trucs très minimales, il a commencé direct à râler parce que du coup, je faisais pas des trucs safe. Et il me pointe pourquoi, où c'est, comment le corriger. On fait, comme certains disent, on fait du pair programming avec le compilateur quand on fait du Rust. Alors, comme je me souviens jamais de la ligne et que je ne veux pas faire perdre de temps, hop, je vais juste récupérer la ligne pour récupérer l'argument. Et en fait, là du coup, là il râle parce que ce que j'y ai donné ne permet pas de compiler. En fait, avec cargo run, on peut directement passer les paramètres et du coup, là du coup, ce que j'ai fait, c'est que ça me permet de récupérer les paramètres. J'extrais le premier et je le passe sur mon point. Voilà, donc je peux mettre un peu n'importe quoi. Donc on voit, le tooling est quand même assez simple. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais passer à la suite direct. Hop, conserver. Oui, c'est bon. Ouais. Là, je vous ai fait une démo vraiment en 3 lignes de Rust. C'est un peu magique, mais ça va pas très loin. Je pourrais parler des heures, en fait. Par exemple, je pourrais parler des if et des for qui n'ont plus de parenthèses. Alors, on peut les mettre, mais c'est pas obligatoire. En fait, comme en Go, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison. On peut voir aussi qu'il y a le range, en fait, qui est natif en Rust. On va avoir des choses aussi sympas comme le if et expression. Il n'y a pas d'opérateur ternaire en Rust, ça sert à rien, le if est déjà expression. On a des systèmes de types du coup assez avancés comme celui-ci. Donc on a les type alias qu'on voit au tout début. Du coup, on alias directement string et U16 dans un type plus parlant. Et je peux faire des enums. On a aussi des structs qui vont remplacer les classes auxquelles on est habitué. À noter aussi que les enums, c'est des ADT. Donc on a vraiment des structures mathématiques très complexes derrière, mais ils sont cachés derrière les enums, on s'en occupe pas. Donc on va pouvoir écrire des choses dans ce genre-là avec les enums, donc avec un match, et faire du pattern matching. Donc il y a plein de concepts mathématiques derrière, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on peut faire des filtres très avancés, très puissants, et on peut exprimer les choses plutôt que de les coder, ce qui est plutôt intéressant. Je pourrais en parler des heures, comme je disais. Je vous invite, si vous voulez, on pourra en reparler après, mais je vais pas avoir le temps. Passons directement au tooling, parce que c'est vraiment l'objet du truc ici. Du coup, le tooling. Donc, avant de parler de cargo, je vais vous parler de Rust-Up. Alors, souvent, ce qui est un peu embêtant quand on fait du Rust, enfin, quand on fait un autre langage, c'est d'installer toute la chaîne de compilation, tout ça. Rust, ils ont balayé le problème. Ils ont créé Rust-Up. Donc, Rust-Up, on lui dit, vas-y, installe-moi la toolchain, et puis il vit sa vie. Voilà. Je veux la mettre à jour, bah, je fais update, et puis c'est bon. Je veux passer en nightly parce qu'ils ont fait un build et je veux tester la dernière feature qui n'est pas sortie. Hop, je passe en nightly, et puis c'est bon. Et en fait, il va tout me setup, cargo, tout ça. Je m'occupe de rien. Et ça permet du coup de s'occuper de rien. On fait notre Rust-Up, il s'installe, et ensuite, on fait full cargo. Et le fait qu'il y ait un compilateur, des toolchains, des cibles de compilation, tout ça, on s'en fout. C'est juste magique. Et c'est quand même la vie.
Comme je disais, le tooling est énorme. On va avoir du coup du cargo init qu'on est habitué à voir dans beaucoup de langages. On a des trucs assez sympas, du coup, des cargo install pour installer les dépendances, update, c'est classique, du coup pour mettre à jour les dépendances. Depuis hier du coup, avec la version qui est sortie hier, on a le cargo add, où on peut y dire cargo add une dépendance, il va l'ajouter, trouver la dernière, c'est un peu magique. On va pouvoir évidemment packager nos apps et les déployer. Donc on a, comme pour la plupart des langages, un registry de CRAT, qu'on appelle. Donc c'est vraiment des dépendances. C'est des libres en dépendance. On va faire du cargo run aussi, qui magiquement va se débrouiller pour trouver comment compiler et exécuter notre code sans qu'on s'occupe de rien. Les tests sont très présents en Rust aussi. J'avais pas eu le temps de le montrer malheureusement. Mais un simple cargo test permet d'exécuter les tests. Il va se débrouiller tout seul pour trouver où sont les tests, comment les exécuter et les lancer. Et il y a même un cargo bench si on a des tests de perf. Parce que les tests de perf sont natifs dans la stack Rust. Du coup, on peut le faire directement sans s'occuper de rien. Évidemment, on peut build une app, y compris en mode prod. Il suffit juste de passer les bons paramètres. Le micro se fait la malle. On peut vraiment avoir toute la toolchain. On va avoir des trucs comme cargo FMT qui va venir formater notre code. Du coup, si vous avez déjà fait du Go ou du Prettier en JS, c'est vraiment la même chose. Sauf que là, contrairement à JS, c'est comme Go. Là c'est vraiment comme Go en Rust. On n'installe rien, on fait cargo FMT, ça marche. Voilà, c'est quand même sympa les outils comme ça. Jusque-là, les outils parlaient un peu d'eux-mêmes. Là, Clippy, j'avoue, ça parle moins de nom. En fait, c'est un linter. Il va faire de l'analyse statique de code et nous dire partout où on a fait des conneries, là où le compilo le verrait peut-être pas. Là, Clippy va plus chercher à voir l'ensemble du code et voir les relations entre les différentes fonctions, etc. Ce que fera moins le compilateur directement. Si on est un peu feignant pour tous les warnings, comme par exemple tout à l'heure qui me proposait de renommer la variable avec un underscore, ou si j'oublie un point virgule, on peut faire un cargo fixe, il se débrouille et voilà, ça on s'occupe de rien. Bon, le but c'était de l'étendre. On arrive à la fin du talk et en fait je me dis, est-ce qu'on pourrait pas écrire un cargo hello? Donc, par exemple, tout à l'heure on avait une commande, on pouvait y passer hello, des paramètres, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire via cargo? Eh bien, c'est assez facile en fait. En Rust, c'est très facile de le faire. Je re-switch ma config et je vous montre ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, cargo, pour exécuter ses commandes, soit il a directement, la commande est déjà built-in dans cargo, soit il va chercher un binaire qui s'appelle cargo-le nom de la commande qu'on va y passer. Donc là, on voit par exemple FMT que j'évoquais, ou Clippy. En fait, c'est des commandes qui sont juste mis dans le pass. Donc en fait, si je veux que ma commande soit dans le pass, enfin que ma commande puisse exécuter via cargo, en fait, j'ai juste à renommer notre package cargo-hello. Je vais rebuild. Comme ça, oui. Comme ça, je vous montre dans le target, on va avoir en fait un binaire qui est cargo-hello. Et je vais l'ajouter à mon pass. Si, c'est ça. Hop. Target debug. Et du coup, là, magiquement, je peux faire oui. Ah oui, ok, j'ai compris pourquoi. C'est le code que j'ai écrit tout à l'heure qui prend le premier argument, oui. J'avais oublié de retester ça quand j'ai remodifié. Bon, vous me croirez sur parole. Quoique, hop, je peux faire ça. Hop, voilà, c'est bon, vous n'avez rien vu. Vous avez rien vu. Hop. Et du coup, pour finir, en conclusion, moi je dirais que quand on fait du Rust, en fait, on se rend assez vite compte que le compilateur, en fait, il est un peu comme Retsuko. Je ne sais pas si vous connaissez cette série Netflix. En fait, il est très gentil en apparence, mais je pense qu'il nous hait fondamentalement, parce qu'on passe notre temps à écrire des conneries. Par contre, il reste sympa, parce qu'il nous aide tout le long, etc. Même si je pense qu'il rage très fort. Vraiment, si je devais dire qu'une chose, j'ai testé Rust en perso au moment du Advent of Code il y a 2 ans. J'y étais vraiment YOLO.
Je me dis, allez, j'ai envie de tester, j'y vais. Et ce que je peux dire, c'est vraiment c'est un super langage. On apprend super vite, la courbe d'apprentissage, on se bute à des murs. Par contre, la doc est tellement bien faite et le compilo est tellement explicite qu'on progresse relativement vite, même si, clairement, il y a quelques concepts qui sont un peu relous. Mais vraiment, c'est un langage qui vaut la peine. Alors, pour finir, je me présente. Du coup, moi, c'est Anthony Pena. Je suis développeur web full stack chez Sphere. Je vous laisse, du coup, tous mes liens sociaux, y compris mon blog, du coup, qui a une URL assez courte, où je publie régulièrement tout et n'importe quoi autour de la tech, et mon repo GitHub avec l'ensemble de tous mes talks, y compris celui-ci, que j'ai mis à l'heure tout à l'heure. Et du coup, je vous remercie.